Donc, je me présente, moi je m'appelle Gilles Darouti et donc je travaille chez Gallimard Diffusion et nous sommes les représentants de Mémoire d'Encrier. Et quand Rodney nous a annoncé qu'il sortait ce livre extraordinaire, La Pensée Blanche, qui sera en librairie, je le dis, jeudi, nous rêvions de faire venir Lilian, puis bon, pandémie oblige, mais grâce à toute cette nouvelle technologie, on peut l'avoir à midi, on peut dîner quasiment avec lui si l'on veut, donc c'est absolument magique. Rodney Saint-Éloi, que vous voyez pour ceux qui le voient, avec des écouteurs roses, donc est éditeur et il est directeur de Mémoire d'Encrier. Vous avez de l'autre côté, si vous pouvez le voir, Benoît Bambesalaire, qui lui est libraire à la librairie Pantoute à Québec. Et donc, il a accepté de poser des questions ou de raconter comment il a lu ce livre, La Pensée Blanche. Mais peut-être, donc, avant de céder la parole à Rodney, je voudrais dire que ce livre pose la grande question, me semble-t-il, de d'où nous parlons. Et dans le contexte qui est le nôtre, à la fois au Québec, à la fois de ce qui s'est vécu en France, je pense que c'est important que nous puissions réfléchir et prendre bien conscience de qui dit l'histoire, qui parle de la société et qui parle des rapports que nous avons les uns avec les autres. Et donc, c'est un livre très puissant, très fort, qui questionne, me semble-t-il, le rapport au pouvoir. Je ne veux pas empiéter sur ce que Benoît va nous dire sur le livre. Donc, peut-être, Rodney, tu pourrais présenter nos invités et dire comment tu as voulu publier chez Mémoire d'Encrier ce livre, parce que peut-être qu'on a des gens qui ne vivent pas au Québec, mais en France, il est publié chez Philippe Ray. Merci beaucoup Gilda, merci beaucoup à Gallimard, merci beaucoup à Lilian et à la fondation Lilian Thuram. C'est un peu difficile pour moi parce que Lilian est un ami. On a été ensemble en Haïti et Lilian, je pense qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de gens en Haïti qui nous écoutent parce que pour ce webinaire, on a développé ce qu'on appelle des partenariats de diffusion. L'idée est venue de Mémoire d'Encrier et de Gallimard. Et ensuite, on a parlé à la Fondation Lilian Thuram. On a parlé beaucoup à la Focale avec Lorraine Mabonnaise qui a tout de suite accepté l'idée de Lilian Thuram. Donc, je pense que tu vas être heureux. Il y a beaucoup d'Haïtiens parce que Lilian et moi, nous avons fait une tournée avec Daniela Ferrière en Haïti. On a été accueillis par la Focale. Et puis, Lilian avait rencontré beaucoup de jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes en Haïti qui écoutent Lilian là. Il y a le centre de la francophonie du Québec, il y a des gens de Louisiane, il y a quelques professeurs. Il y a l'Université d'Ottawa qui a appelé hier pour manifester de l'intérêt. Il y a naturellement la librairie Pantoute. Donc, en fait, c'est un peu intéressant. En fait, je ne vais pas parler de Lilian pour ne pas dire que je parle de mon ami. Je vais simplement dire une chose. En fait, dans ma vie, on m'a toujours posé des questions. Je pensais qu'on ne posait pas de questions aux Blancs. On me dit toujours qui est ta mère, d'où viens-tu, un ensemble de questions. Et quand j'ai vu le titre La Pensée Blanche, en fait, on était à Dakar, Lilian et moi. J'étais avec Féluine, ça, qui peut-être nous écoute aussi. Et puis, on a posé la question sur le titre. Ça m'a paru étrange parce que souvent, c'est le corps noir, la pensée noire. Tout ce qui est noir, on pose des questions, mais ce qui est blanc, ça paraissait normal. Personne ne posait des questions. Donc, le titre m'a vraiment secoué, La Pensée Blanche. Et ce que je lis qui m'a beaucoup encouragé aussi, c'est quand Lilian me disait, quand il me présentait le livre, il ne s'agit pas de culpabiliser ni d'accuser, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre, c'est-à-dire de comprendre la pensée qui nourrit et qui reproduit le racisme. Moi, j'ai eu le manuscrit, j'étais à Alger. Et quand j'ai eu le manuscrit, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que je ne savais pas, c'est que même en exec, j'ai commencé par apprendre la race blanche la plus parfaite des races et humaines. La race blanche la plus parfaite des races humaines, c'est un manuel scolaire de 1877 et qui est réédité tel quel jusqu'en 1977. C'est-à-dire jusqu'en 1977, on disait dans un manuel scolaire en France et donc partout au monde, la race blanche, la race la plus parfaite des races humaines. Et j'ai vu aussi Victor Hugo, que j'aime beaucoup, qui disait, c'est Lilian qui m'apprend ça, le blanc a fait du noir un homme.
Et c'est vraiment intéressant. Et quand je En publie France, le il y a livre, quelqu'un qui a, parce que c'est pas normal qu'une T3i on prend, mais une T4i. allô, quand le livre est publié, et il y avait quand le livre est publié ici, dans le contexte, on parle beaucoup de racisme systémique et beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'on parle est-ce que Lilian sait ce qui se passe ici? En fait, je pense que ça n'a rien à voir, c'est vraiment le contexte, mais Lilian, ton livre tombe bien parce qu'aujourd'hui, partout, à chaque minute ici, on parle de racisme et de racisme systémique. Et je vois qu'il y a dans le livre, à la page 165, un chapitre qui s'appelle Un racisme systémique et puis un racisme inavoué. Donc, Lilian, je voudrais dire simplement merci à Lilian d'avoir offert un livre qui pose des questions, qui nous aide à entrer dans le débat public et à poser avec des gens, en fait, un certain nombre de questions. Souvent, je dis la question, en fait, quand on parle de racisme, c'est-à-dire qu'on intervient simplement pour demander d'élargir une conversation. Je pense, grâce à toi, Lilian, il y a plus de 100 participants ici qui sont en train d'introduire une conversation. Donc, je vais laisser la parole à Benoît pour continuer la conversation, mais je pense qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a un certain nombre de questionnements et merci beaucoup, Lilian, pour avoir écrit ce livre, La pensée blanche, qui, à partir de jeudi, est en librairie partout au Canada et qui a été publié chez Philippe Ray à Paris. Merci. Alors, juste avant, Benoît, que tu prennes la parole, je voudrais te dire que Lilian, on a des bonjours de Colombie-Britannique, de Californie et même de Milwaukee. Donc, voilà quand même ce que la pandémie permet. Parce que si tu étais venu à Montréal, nous n'aurions pas toutes ces personnes qui nous écouteraient. Donc, c'est vraiment voilà, le bienfait. Les gens de Port-au-Prince qui réagissent pour dire qu'ils disent bonjour aussi. Ah, pardon, alors te moque-toi. Donc, excusez-moi ce que j'oublie, mais voilà, au moins un élément positif de cette pandémie. Alors, Benoît donc, est libraire à la librairie Pantoute à Québec. Donc, je le dis pour ceux qui ne seraient pas du Québec. Et donc, Rodney lui a fait lire le livre bien avant tout le monde. Et puis, donc Benoît, alors je te laisse nous dire comment tu as reçu ce livre, parce que la préoccupation de l'éditeur, c'était de se dire comment les Blancs vont-ils le recevoir? Vont-ils se sentir attaqués? D'où la volonté de Rodney que ce soit Benoît qui puisse parler de ce livre. Alors Benoît, je te laisse parler, puis je te laisserai ensuite poser les questions à Lilian. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour de Québec, justement, donc où moi je suis et où il pleut. Merci Rodney, merci Gilda, merci à tout le monde d'être là pour cette rencontre avec Lilian. Merci Lilian d'être là, justement. Et je vais aller dans le sens aussi, dans votre sens de l'idée de questionnement qui découle de ce livre. C'est vraiment, moi je l'ai vu, c'est un livre, je dirais, où on ressort grandi de la lecture. Moi je vois beaucoup d'essais passer en étant sur le prix des libraires dans cette catégorie-là, catégorie essai. J'en vois pas mal passer ces derniers temps avec la rentrée littéraire, mais ce livre-là m'a vraiment marqué de par le questionnement qui s'ensuit. C'est pas un livre qu'on lit et qu'on repose et qu'on passe à autre chose, c'est un livre qui accouche d'un processus où on réfléchit, où on se pose les questions. C'est un livre qui permet notamment, je pense, pour les Blancs, de questionner ses privilèges. Il y a souvent question de privilèges là-dedans dans ma lecture et je me dis, ok, moi j'ai ce privilège-là. Il y a un moment dans le livre où justement il y a on parle du privilège de se mêler ou pas, de pouvoir se positionner, d'avoir ce choix-là. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment une lecture qui grandit, mais aussi qui est très exhaustive parce que Lilian aborde énormément de thématiques qui découlent de la pensée blanche. On parle de biais racistes, on parle d'éducation, on parle d'histoire, on parle de colonisation. C'est vraiment très, très complet. Et justement, c'est pas un livre à charge vraiment sur les Blancs. Au contraire, c'est plus un livre qui incite le monde à penser comment le monde est pensé justement, comment on reçoit l'information, de qui on la reçoit, qui l'envoie. Et donc c'est pour moi quelque chose qui permet une grande réflexion pour aboutir sur un dialogue comme on est là aujourd'hui pour dialoguer sur ce livre-là, sur la pensée blanche.
Alors, j'ai préparé quelques questions comme on l'a dit. Je pense peut-être avant d'attaquer directement dans le livre, on peut peut-être parler de votre trajectoire, Lilian. Vous êtes né en Guadeloupe, vous arrivez en France, vous avez l'âge de 9 ans, il me semble. Vous devenez footballeur professionnel, vous bercez mon enfance devant la télévision. Je vous encourage, mais vous m'entendez pas, mais je vous encourage pareil. Vous gagnez la Coupe du Monde, vous avez vraiment un parcours extraordinaire en bleu notamment, mais aussi en club. Moi, ma question, ma première question, c'est, on remarque beaucoup après la carrière sportive, je pense notamment à Thierry Henry qui entraîne l'Impact de Montréal, il y a toujours un lien avec le football qui reste. On voit Pichente, Lissarazu, des joueurs de foot qui deviennent entraîneurs, commentateurs, analystes sportifs. Vous, l'année de votre retraite sportive, vous fondez la fondation Lilian Thuram qui a pour mandat principal l'éducation contre le racisme. Vous devenez ambassadeur de l'UNICEF. Comment s'est construit un peu cette trajectoire à vous? Parce que j'imagine que vous ne vous dites pas là, au moment de raccrocher les crampons, bon, bah maintenant je deviens militant et j'agis contre le racisme. Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, tout d'abord, bonjour à tous, hein, à toutes. C'est la première fois que je participe à un Zoom où il y a autant de personnes. Donc, je suis un peu impressionné. Et donc, je vais essayer de me faire comprendre, de rester le plus calme possible. Et n'hésitez pas, si je ne me fais pas comprendre, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ce qui explique pourquoi aujourd'hui je suis à la tête d'une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme, en fait, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de ma vie. Vous avez dit que j'arrive à Paris à l'âge de 9 ans. Et effectivement, à l'âge de 9 ans, je commence à me questionner. Et aujourd'hui, j'ai 48 ans et je me questionne encore sur un sujet bien précis. C'est-à-dire que j'habite en Guadeloupe avec ma maman, nous sommes 5 enfants. Un beau jour, ma mère nous dit qu'elle va partir à Paris, à partir en France. Et nous sommes très contents. Mais elle nous dit non, maman va partir seule et vous allez rester en Guadeloupe. Donc moi, je suis resté en Guadeloupe avec mon grand frère. Et ma mère est partie travailler dans la région parisienne. Elle a économisé et puis elle est venue nous chercher plus. Et donc, j'arrive à l'âge de 9 ans en 81. Je suis en classe de CM2. Et dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui m'insultent de sale noir. Donc, je dis que je deviens noir à l'âge de 9 ans. Parce que lorsque j'étais aux Antilles, la grande majorité des enfants, nous avions la même couleur de peau. Je m'appelais Lico. Et donc, pour moi, je n'ai pas une notion de couleur de peau. Donc, dans cette classe de CM2, ces enfants qui m'insultent, je reçois ça comme une violence, comme une morsure. Et donc, je rentre à la maison, je demande à ma maman pourquoi en fait les personnes noires sont vues négativement. Et je dis très souvent que ma maman m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit, c'est comme ça ne va pas changer. Et donc, c'est une fatalité. Et donc, pendant ma jeunesse, adolescent, jeune adulte, j'ai toujours essayé de comprendre d'où venait le racisme, pourquoi on infériorisait les personnes de couleur noire. Et donc, j'ai compris que c'était lié à l'histoire. Et cette histoire m'a permis aussi de comprendre l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de ma propre famille. Et donc, lorsque j'étais joueur de foot, très souvent, on me demandait d'aller discuter du racisme avec les enfants dans les écoles, donc j'y allais. Et un beau jour, il y a une rencontre qui me semble essentielle pour comprendre ce que je fais aujourd'hui. C'est lors d'un repas chez le consul de France à Barcelone. Il y a un monsieur qui est assis à côté de moi et il me dit, Monsieur Thuram, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez plus grand? C'est-à-dire que pour lui, être joueur de foot, bah, c'est quelque chose d'enfantin en fait. À un moment donné, il va falloir devenir adulte. Et quand vous serez adulte, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, je lui donne une réponse d'enfant et je lui dis, vous savez, quand je serai grand, je vais changer le monde. Il me dit, ah bon? Ben, comment vous allez faire pour changer le monde? Et je lui dis, écoutez, moi, j'aimerais bien aller dans les écoles pour expliquer aux enfants que le racisme, ce n'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'est un conditionnement. Et on reproduit ces schémas de conditionnement sans y réfléchir. Et donc, tout au long de la soirée, il me pose des questions et j'essaie de lui répondre. Et à la fin du dîner, il me dit, Monsieur Thuram, vous savez, je suis plus vieux que vous.
et sachez que le monde, on ne le change pas. Moi, je lui dis, écoutez, en tout cas, moi, je vais essayer. Et quelques semaines après, mon téléphone sonne et c'est ce monsieur, il me dit, bon, j'ai bien réfléchi à cette histoire de conditionnement qu'on reproduit sans y penser. Vous savez quoi? Je pense que vous avez déjà changé une personne. Et donc, passez me voir et on va en discuter. Et c'est lui qui me donne l'idée de créer cette fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Parce que pour lui, l'idée, c'est, il m'avait donné cette image d'une goutte d'huile qui tombe et qui s'élargit. Et donc, il me dit effectivement, vous m'avez interpellé sur des choses que je ne m'étais jamais questionné en fait. Que pour moi, c'était naturel. Et donc, vous m'avez fait prendre confiance que le racisme, le sexisme, l'homophobie, en fait, ce sont des façons de penser et on reproduit ces schémas sans y penser. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis à la tête de cette fondation. C'est cette histoire-là qui m'a emmené à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je me déplace un peu partout en France, à l'étranger. On fait des expositions dans des musées, on fait des bandes dessinées, des livres, pour simplement dire quelque chose qui paraît très simple. Le racisme, le sexisme, l'homophobie, ce n'est pas quelque chose de naturel. Voilà. Effectivement, en plus de ces actions, on a ce livre qui sort jeudi en librairie, La pensée blanche, qui permet d'élargir encore cette goutte d'huile que vous disséminez. Alors, on l'a dit un peu en introduction, ce n'est pas un livre à charge contre les Blancs, La pensée blanche, bien loin de là, au contraire. C'est pour vous, comment en fait vous résumeriez en quelques mots, c'est quoi la pensée blanche? Alors, tout d'abord, c'est toujours très intéressant d'écouter. Là, je suis en train de vous écouter. J'ai écouté aussi les journalistes en France lors de la sortie du livre. Et c'est très marrant que revienne à chaque fois, est-ce que c'est un livre qui serait à la charge des Blancs? Je trouve ça très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il y a très rapidement une mauvaise lecture du titre du livre. C'est-à-dire que le livre s'appelle La pensée blanche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent La pensée des Blancs. Et je me pose la question, pourquoi en fait? Et ce serait intéressant de questionner. Je ne dis pas que je vais faire un livre plus tard sur ce sujet, mais c'est intéressant. Pourquoi les gens ont cette lecture-là? Qu'est-ce qui fait que tout de suite, il y a des personnes qui se sentent agressées, qui se sentent comme s'ils devaient se défendre de quelque chose? Moi, vous savez, la pensée blanche, pour moi, elle est très simple. En fait, c'est une idéologie politique qui a divisé les êtres humains en races et qui les a hiérarchisés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, nous utilisons ces mêmes catégories. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où on va dire à quelqu'un il est blanc, il est noir, il est autre. Par contre, on ne connaît pas l'histoire de ces identités. Et donc, je suis arrivé à cette réflexion sur cette pensée blanche en observant ce qui m'était arrivé dans la classe de CM2. C'est-à-dire que pendant très longtemps, notamment le dernier livre que j'ai pu faire en France qui s'appelle Mes étoiles noires, en fait, je guérissais l'enfant que j'étais. Et il y a quelques années, j'ai été invité au Sénégal parce que la fondation a reçu un prix. Et donc, je ne savais pas quoi donner en échange. Je voulais donner un cadeau. Et donc, j'ai eu l'idée de faire avec la fondation cette carte-là. Vous voyez cette carte? Vous la voyez? Oui. Okay. En fait, j'ai inversé la carte parce que très souvent, on oublie que la Terre est ronde et qu'on peut avoir plusieurs points de vue. On peut regarder la carte du monde dans n'importe quelle direction. Et j'ai remarqué que quand j'avais emmené cette carte, personne ne voulait croire que la carte était juste, sachant que, peut-être que vous le savez, que les cartes traditionnelles que nous connaissons, en fait, ne respectent pas les vraies proportions selon les continents. C'est-à-dire les cartes traditionnelles où l'Europe est au centre, l'Europe est agrandie, l'Amérique du Nord est agrandie, et l'Afrique est rétrécie, l'Amérique du Sud est rétrécie aussi, et la Russie paraît plus grande que l'Afrique. Et donc, en fait, j'ai commencé à essayer de réfléchir
aux problématiques de racisme en inversant la façon de penser. Et donc, j'ai retourné la caméra sur ce traumatisme que j'avais vécu enfant et je me suis mis à observer ces enfants qui m'avaient insulté de sale noir. Et donc, je me dis, tiens, en classe de CM2, ils ont intériorisé qu'être noir, c'était moins bien. Ils ont intériorisé qu'ils étaient blancs et ils ont intériorisé la conviction que être blanc, c'est mieux. En fait, d'où cela vient? Sachant que ce que j'essaie de dire, c'est que avec... Ah, je vous vois plus. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, mais Et on vous voit encore. Ah, d'accord, moi je ne vous vois plus. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, ce que j'ai noté en travaillant avec les enfants, c'est que lorsque je leur dis, voilà, que être blanc, être noir, c'est une construction, ce n'est pas la réalité. Au départ, ils ne comprennent pas. Je leur dis, voilà, les enfants, prenons l'exemple d'une feuille blanche. Est-ce que ceux qui disent qu'ils sont blancs ou blanches sont de la couleur de cette feuille? Ils me disent, mais non. Je leur dis, mais alors les enfants, pourquoi on dit qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs? Et ils me disent, ben, on ne sait pas, par habitude. Et je leur dis, voilà, ce sont des habitudes. Nous sommes enfermés dans des identités qui ne sont pas vraiment vraies, puisque les enfants finissent par concevoir qu'il y a des beiges et des marrons. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Lorsque mon fils Képhren, donc j'ai deux fils, mon fils Képhren était tout petit, un jour je lui dis, mon chéri, tu es le seul petit garçon noir de ta classe. Il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Je dis, ah bon? Il me dit, bah, je suis marron. Je lui dis, ah bon, et les autres de ta classe, ils sont quelle couleur? Il me dit, bah, ils sont roses. Et donc, on voit bien que ce sont nous, les adultes, qui enfermons nos enfants dans des catégories qui n'existent pas vraiment. Et c'est pour cela que je dis que être blanc, c'est une pensée, c'est une construction. Mais on a construit ces hiérarchies et les enfants à 9 ans dans cette classe de CM2 avaient intégré qu'être blanc, c'est mieux. Et après coup, en travaillant sur ce sujet, j'ai vu aussi que cette pensée qui est devenue une pensée monde, eh bien, est partagée même par les personnes qui sont considérées non blanches. Moi, par exemple, je suis antillais. En discutant de racisme avec ma maman, elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune, on lui disait qu'il était mieux de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée. En créole, la peau chapée, c'est la peau échappée du noir, la peau moins noire. Et comme dans le livre, je dis aussi, au Cameroun, lorsqu'un enfant se comporte bien, on lui dit, tu te comportes comme un vrai blanc. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que cette pensée-là est devenue monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les colonisations. Et aujourd'hui, c'est une pensée qu'on ne questionne pas. Parce que la grande majorité des gens, si vous les arrêtez dans la rue en leur demandant est-ce que tu connais l'histoire de la construction des identités liées à la couleur de la peau? Mais généralement, les gens ne le savent pas. C'est tout à fait vrai. Puis dans le sens où au début de votre réponse, vous disiez par exemple que les gens vont avoir le réflexe de se braquer par rapport au titre du livre. On a aussi cette question d'une nécessité au final de se rééduquer, de percevoir l'éducation qu'on a reçue, que ce soit à l'école ou bien dans nos échanges sociaux, nos familles, etc. Il y a vraiment, il faut repenser ce qu'on a reçu. Je pense même, vous écrivez, on n'est pas raciste, on le devient parce qu'on reçoit cette éducation-là qui nous emmène dans des biais racistes qu'on reproduit et qu'on applique dans notre vie désormais. En vous lisant, on a presque envie de dire, ben là, tous les programmes scolaires, il faut les mettre à terre, il faut les rebâtir du début à la fin parce qu'ils ne prennent pas en compte une pluralité de voix. Comment on peut raconter l'histoire, justement, l'histoire au sens large du monde, des gens? Comment la raconter sans engager tous ces biais racistes? Est-ce qu'il faut des grandes réformes éducatives? Qu'est-ce qu'on peut faire
aujourd'hui pour améliorer l'éducation? Ben, moi, je pense que la première des choses, si on veut parler intelligemment de ces sujets-là, c'est prendre conscience qu'effectivement, nous parlons de quelque part, de façon inconsciente. Donc, la première des choses, c'est ce que François Fanon disait, c'est ce que je répète dans le livre, c'est sortir de ces prisons identitaires. Mais pour sortir de ces prisons identitaires, faut-il avoir conscience que nous sommes dans ces prisons identitaires? Parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. C'est-à-dire, comme je vous dis, moi, je suis arrivé dans cette classe de CM2, donc je deviens noir à l'âge de 9 ans. Mais beaucoup de personnes en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, n'ont pas conscience de leur couleur. Et dans le livre, je raconte l'histoire d'un ami d'enfance qui est vraiment un frère plus qu'un ami. Et un soir, je l'appelle, je lui dis Franck, parce qu'il s'appelle Franck, dans le livre, je dis Eric. Je lui dis Franck, dis-moi, j'aimerais te poser une question. Il me dit, bah, vas-y. Je lui dis Franck, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Il me dit quoi? Je dis, mais je ne comprends pas ta question. Je lui dis Franck, je suis noir. Il me dit, bah ouais. Je lui dis, mais si je suis noir, toi, t'es quoi? Il me dit, bah normal. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est cette notion d'être normal. Et c'est d'une violence totale, en fait, parce qu'il est en train de me dire que moi, je ne suis pas normal. Mais en même temps, je dois essayer de comprendre, parce que je pense que ce qui est très intéressant dans nos sujets, c'est toujours essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi il dit ça. Ben effectivement, parce que l'histoire veut que la normalité, c'est être blanc depuis des siècles. Et les autres doivent essayer de ressembler à cette norme-là. Et donc, moi, je pense que la première des choses, oui, c'est questionner ces identités, comprendre que ces identités nous emmènent à avoir des biais. Et si nous voulons avoir une vision la plus juste de l'histoire, ben, il faut redevenir un être humain sorti de catégories. Là encore, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'étais à Blois pour présenter le livre et j'ai participé à un grand entretien avec pas mal d'historiens. Et donc, le public disait, mais pourquoi en fait, en France, c'est très compliqué de parler des décolonisations, nous sommes en 2020, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a un historien qui dit, bah, écoutez, la grande difficulté, c'est que les décolonisations, c'est la perte des empires, c'est une défaite pour la France. Et moi, je prends la parole et j'ai dit, mais en fait, c'est ça le problème. Mais les décolonisations, c'est une victoire pour l'humain. C'est une victoire pour l'égalité. Ce n'est pas une défaite pour la France. Si vous vous positionnez en tant qu'être humain, ben, quand il y a plus d'égalité, ben, c'est l'être humain qui y gagne. Et donc, en fait, je pense que c'est ce chemin-là. C'est-à-dire que très tôt, dans l'éducation, il faut absolument que les enfants mettent fin à ces catégories. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la plus vieille catégorie, la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, la hiérarchie des hommes sur les femmes. En fait, très souvent, on oublie que les femmes, ce sont des êtres humains avant tout. C'est-à-dire que les femmes, en règle générale, ne se vivent pas femmes. C'est-à-dire, dans la journée, une femme ne se vit pas femme. À part si vous êtes dans une brasserie, il faut aller aux toilettes et on va voir qu'il y a un petit bonhomme homme, un petit bonhomme femme. Donc là, tout d'un coup, vous dites, ah ouais, ben là, c'est moi, je vais y aller là. Et donc, en fait, c'est questionner ces catégories que nous utilisons tous les jours. Tout à fait. Puis dans votre livre, comme j'en profite pour embrayer, vous faites beaucoup de parallèles entre le sexisme et le racisme dans la pensée blanche, des discriminations qui sont vécues au quotidien. On parle depuis quelque temps déjà dans les mouvements féministes, par exemple, de féminisme intersectionnel, de convergence des luttes, de centraliser les choses. Mais est-ce qu'on peut vraiment, je dirais, manifester, militer
sans exclure, ou est-ce que justement la solution, c'est pas de mettre à terre toutes ces catégories sociales-là qui sont imposées par le prisme blanc, le masque blanc, et dépasser ces catégories-là pour diffuser une pensée qui ressente vers l'humain? Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut montrer que les hiérarchies qui existent dans nos sociétés produisent les mêmes effets. Et dès le départ de la fondation, d'ailleurs, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi je faisais le lien entre le racisme, le sexisme, l'homophobie et les problèmes de religion. Ils ne comprenaient pas. Et moi, je dis, bah, écoutez, c'est exactement le même processus, en fait, que nous devons questionner. Et il faut effectivement faire tomber ces catégories pour avoir une meilleure intelligence, je crois, pour grandir ensemble. C'est-à-dire comprendre que vous pouvez dénoncer le racisme lié à la couleur de la peau, mais vous devez aussi dénoncer d'autres formes de discrimination. C'est évident parce que, quelque part, c'est les mêmes mécanismes. Et c'est avant tout des volontés politiques qui font que nous restons dans ces catégories. Parce qu'encore une fois, il faut dire que ces catégories, ce sont des constructions. Parce que si on ne prend pas conscience de cela, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Et vous savez, quand il y a des catégories, en psychologie sociale, il est prouvé que de façon inconsciente, vous défendez votre catégorie. Ça, c'est très important aussi à savoir de façon inconsciente si on vous a placé dans une catégorie. Si vous intériorisez cette catégorie, le premier réflexe, c'est de défendre la catégorie. Mais il faut savoir que ces catégories ont une histoire et ils ont été construites pour diviser les gens. Donc, il faut revenir à une certaine solidarité pour qu'on puisse se focaliser sur les vraies questions, peut-être, qui sont peut-être la redistribution des richesses, comment nous pouvons faire ensemble pour vivre le plus intelligemment possible. Tout à fait. Puis parlant de prendre conscience des catégories, tout simplement de juste prendre conscience, ces derniers jours au Québec, enfin ces dernières semaines même, il y a pas mal le sujet du racisme systémique qui revient sur le devant de l'actualité. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a eu le décès à l'hôpital de Joliette de Joyce Echaquan, qui est en fait une femme, c'est Atikamek, donc c'est une personne autochtone qui est décédée dans des conditions vraiment terribles. Il y a eu une vidéo qui a été postée où elle a subi des injures raciales en plus de mauvais traitements. Et ce sujet s'est emparé de l'actualité. Il y a le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui a déclaré dans un tweet, moi je l'avais vu, que cet événement était, je cite, un autre exemple de racisme systémique. Par contre, le Premier ministre du Québec, François Legault, il a refusé plusieurs fois de parler de racisme systémique au Québec. Pourquoi en fait c'est si compliqué pour les Blancs de reconnaître le racisme systémique et les inégalités qui existent? Est-ce que c'est ça, c'est cette défense intégrée de la catégorie? Vous savez, je pense que effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile de reconnaître qu'effectivement que l'histoire s'est construite sur le racisme. Parce que dire qu'il y a aujourd'hui un racisme systémique, c'est avouer que l'histoire s'est construite sur le racisme. C'est avouer que l'histoire du Canada s'est construite sur le racisme. Et avouer que vous avez rejeté des personnes parce que vous avez décidé qu'ils n'étaient pas humains. C'est très compliqué. C'est-à-dire que tous vos fondements peuvent s'écrouler. Après, il y a aussi un choix politique. C'est-à-dire que peut-être, en disant et en reconnaissant qu'il y a un racisme systémique, vous êtes en train de dire à toutes les personnes qui se positionnent dans la catégorie blanche, vous êtes potentiellement responsable de ce racisme systémique. Et ça, c'est une violence aussi. Et comment ces personnes vont accueillir cela? Est-ce que politiquement, ils ne vont pas vous le faire payer? Donc, c'est très compliqué d'avouer, parce qu'effectivement, je pense qu'intellectuellement,
c'est très facile de savoir qu'il y a un racisme systémique. Mais ce n'est pas parce que vous le comprenez que vous allez l'admettre. Parce qu'encore une fois, ce sont des choix politiques de l'admettre. Et si vous admettez qu'il y a un racisme systémique, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mettre fin à ce racisme systémique? Et donc, c'est extrêmement compliqué parce que tout d'un coup, toute la construction historique commence un peu à être déstabilisée. C'est-à-dire, s'il y a un racisme systémique envers les populations autochtones, il va falloir reconnaître ce qui s'est passé dans la relation avec les populations autochtones. Il est préférable pour, je dirais, vous savez, parfois il est préférable de rester dans une sorte de mensonge qui vous rassure. C'est très compliqué d'être confronté à la réalité et de se dire, mais en fait, on s'est construit sur la violence. Et le fait de ne pas soigner cette dame, le fait de l'insulter, ben, ça nous emmène à nous regarder et voir ce qu'on a fait historiquement, en fait. Et ça, c'est extrêmement violent. Vous savez, c'est comme les hommes qui, tout d'un coup, prennent conscience de ce qu'ils n'avaient pas conscience avant. C'est-à-dire, ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des filles, et tout d'un coup, ils prennent conscience qu'en fait, c'était toujours sur leurs yeux et ils n'ont pas vu. Et donc, parfois, vous avez honte, en fait. Vous dites, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu ne pas voir, en fait, dans l'espace public, ma femme, ma mère, en fait, ils étaient maltraités. Et donc, je pense que là encore, il faut grandir et il faut inviter effectivement la société civile à grandir. Parce que la société civile, elle, obligera les institutions à changer. Parce que ça a toujours été le cas. Les institutions changent très rarement par leur bonne volonté. Donc voilà pourquoi il faut dénoncer, parler de racisme systémique, parce qu'encore une fois, c'est la réalité. C'est-à-dire que si nous avons été éduqués à travers un prisme racial avec des hiérarchies, comme ces prismes raciaux par les lois sont très proches de nous, comme nous sommes héritiers de cette histoire, c'est tout à fait compréhensible que les hommes et les femmes qui constituent le système reproduisent ces schémas-là. C'est une évidence. C'est comme si on nous posait la question, est-ce que le sexisme, c'est systémique? Ben oui, c'est une évidence. Tout à fait, absolument. Puis justement, dans cette volonté-là de faire circuler la réalité de l'information, de dire les choses comme elles sont, il y a un moment dans le livre que j'ai noté la citation, parce que je trouvais ça très intéressant, c'était en référence aux travaux de John Griffin, où vous écrivez « Ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il faut toujours passer par la parole du blanc pour convaincre les blancs des violences subies par les non-blancs. » Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui encore. Un exemple récent, c'était en rapport avec les violences policières. Il y a les populations qui subissent les violences policières en France, dans les banlieues notamment, qui au mieux se font tutoyer, au pire se font carrément tuer. Il a fallu un journaliste qui aille 2 ans sous couverture pour rentrer dans la police, pour dénoncer les choses, pour qu'il soit entendu. Mais toutes ces choses-là sont déjà dites depuis des années, sont déjà dénoncées. Alors comment se faire entendre quand on n'est pas blanc dans un monde qui est façonné par la pensée blanche? Voilà. Écoutez, ça c'est une très très bonne question. Parce qu'il y a un biais implicite qui dit que vous ne pouvez pas avoir confiance dans certaines personnes. Mais il faut savoir que les personnes qui subissent les discriminations, entre elles, parfois, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des proverbes en créole qui disent qu'on ne peut pas avoir confiance en d'autres noirs. C'est une violence totale. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une société où on a construit que la parole légitime devait être portée par un homme blanc, et que si c'est une femme qui porte cette parole, c'est pas très sérieux.
Et si c'est une personne qui subit le racisme, c'est de l'exagération. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est lié aussi, encore une fois, à l'histoire. Et c'est pour cela qu'il faut connaître l'histoire pour que chacun de nous, nous puissions faire, comme me disait Madame Françoise Héritier, qui est une anthropologue française qui malheureusement est décédée. Et j'avais la chance d'aller la voir et de discuter avec elle. Et elle me disait, Monsieur Thuram, vous savez, tous les jours, je fais attention à ne pas avoir de préjugés racistes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai été joueur de foot. On va prendre un exemple dans le cadre du foot. Lorsque vous êtes un joueur de foot noir, tout d'abord, très souvent, lorsqu'on va parler de vous, on va mettre en avant vos qualités athlétiques. Très rarement, on va dire que c'est un joueur intelligent. Mais c'est de l'ordre de l'inconscient. Hein. Lorsque vous avez fini votre carrière, très rarement, vous allez pouvoir être entraîneur. Pourquoi? Parce qu'entraîneur, il faut se servir de la tête. Mais après, si vous dites ça aux gens, ils vont vous dire « Ouais, mais monsieur Thuram, vous exagérez. Non, mais il ne faut pas voir du racisme partout. » Oui, mais parce qu'en fait, en règle générale, nous ne sommes pas conscients de nos biais racistes, en fait. Et c'est ce biais raciste qui est super dangereux. Voilà pourquoi, effectivement, on a besoin passer par des expériences. Par exemple, dans le livre, je parle de l'expérience des poupées, où on voit que les enfants mettent tout ce qui est positif sur la poupée blanche, tout ce qui est négatif sur la poupée noire. Et quand on dit aux enfants, vous ressemblez à quelle poupée? Et on voit que les enfants sont noirs. Donc, ça veut dire que chacun de nous, on a intégré ces façons de penser. Et donc, si on veut avancer, c'est avoir le courage de connaître l'histoire et d'accepter que nous avons des biais racistes. Et donc, le biais raciste veut que certaines personnes ne sont pas légitimes pour parler. Certaines personnes, on ne peut pas avoir confiance en eux. Et d'abord, ce qui est très compliqué aussi, dans le fait de non écouter, c'est qu'en règle générale, les personnes qui dénoncent le racisme, donc ils le dénoncent à ceux qui ne subissent pas le racisme. Mais à partir du moment où vous ne subissez pas le racisme, vous finissez par croire qu'en fait, ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a des travaux, il y a des intellectuels qui travaillent sur ces sujets. Mais je pense encore une fois, il est extrêmement compliqué pour certains d'être confrontés à la réalité de la société. Parce que, encore une fois, ça fait tomber beaucoup de certitudes. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Puis je pensais toujours dans cette volonté de faire passer les idées, de se battre pour ces idées-là. Ces derniers temps, là, notamment avec l'élection américaine présidentielle qui s'en vient, les récents événements, il y a quand même une conscientisation qui commence à se faire doucement, j'ai l'impression. On en parle de plus en plus dans les médias. On a le mouvement Black Lives Matter qui prend de l'importance. On a du militantisme. Est-ce qu'on peut être optimiste sur la suite des choses, parce que vous le dites, les droits ne s'acquièrent pas, il faut se battre pour les obtenir dans votre livre. Donc, est-ce que les choses ne bougent pas encore assez vite? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou au contraire, on doit craindre une régression à un moment Est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à tout ça? Moi, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que j'analyse toujours ma propre famille. C'est-à-dire que mon grand-père est né en 1908. Il est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947, donc il y avait la ségrégation aux États-Unis. Moi, je suis né en 72, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, mes enfants sont nés en 2001 et 1997. Donc, en fait, il n'y a plus aucun pays où il y a des lois ouvertement racistes. Et donc, ça veut dire que sur un long terme, on voit qu'il y a de moins en moins de racisme. Sur un long terme, on voit qu'il y a moins de suprémacistes blancs. C'est-à-dire qu'être suprémaciste blanc, il fut un temps, c'était la norme, ce qu'on oublie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'esclavage, de la colonisation a eu pour idéologie la supériorité de la race blanche. Et donc, c'est pour ça que
ce qu'on vit aujourd'hui est tout à fait compréhensible, puisqu'on n'a jamais vraiment éduqué les enfants à ne pas être racistes. Parce que très souvent, les gens se disent, les choses vont se faire naturellement. Il est vrai que chaque génération, les choses s'améliorent, parce qu'il y a une mixité de couleurs, de religions qui fait que les choses s'améliorent. Et moi, je pense qu'effectivement, il est temps d'avoir une éducation, c'est-à-dire à l'école, qu'on parle de ces sujets tranquillement, sereinement. Mais pour moi, ce qui se passe un peu partout dans le monde, parce que ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que la partie la plus visible est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, nous sommes dans une société extrêmement violente. Mais en France aussi, il y a des gens qui dénoncent le racisme. Au Canada aussi. Moi, je suis invité en Suède aussi. Un peu partout dans le monde, il y a une revendication pour qu'il y ait plus d'égalité dans la société. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'égalité, ce n'est pas simplement aussi l'égalité à travers la couleur de peau, il y a aussi l'égalité à travers le genre. Il y a aussi l'égalité à travers l'acceptation d'une norme qui ne serait pas que hétérosexuelle. Et donc, il y a toutes ces discussions et je pense qu'il ne faut jamais oublier de les lier. Et on voit qu'il y a des demandes d'égalité. Mais la réalité aussi, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des millions de personnes qui vivent dans des camps un peu partout dans le monde. Ça, c'est très important parce que je pense que ça aussi, il ne faut pas oublier cette notion-là dans ce qu'on appelle le racisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enfermés parce qu'ils veulent améliorer leur vie. Et ça, je pense que c'est très important de faire le lien parce que parfois, on l'oublie. Voilà. Tout à fait. Et je vois que le temps file, il est déjà 1h moins le quart, alors je vais attaquer ma conclusion. J'ai une dernière question de conclusion, peut-être un peu plus légère, si je puis dire. En fait, c'est dans votre ouvrage, quelque chose qui est une des forces de l'ouvrage, à mon sens, c'est qu'il y a énormément de références, notamment littéraires. On a du Toni Morrison, on parle de Maya Angelou, d'Aimé Césaire, bref. En plus de la pensée blanche qu'il faut absolument se procurer, c'est quoi la suggestion littéraire de Lilian Thuram en lien avec tout? Écoutez, moi, je pense qu'il y a un livre qui a changé ma vie. C'est un auteur indien, Krishnamurti. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il vous questionne sur qu'est-ce que c'est être libre. Et être libre, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'effectivement, nous sommes conditionnés, notamment à travers nos parents. Et lorsque vous voulez vous libérer de ces conditionnements, il y a des forces qui vous interdisent cette libération. Parce que ce sont des traditions. On a toujours fait comme ça. Donc, il faut faire comme ça. Et après, il y a quelque chose aussi de très puissant. C'est ce sentiment de trahison que vous pouvez avoir de ne plus faire comme les autres. Ça, c'est très violent. Et c'est pour cela qu'en fait, nous sommes dans des problématiques qui durent si longtemps. Parce que même quand vous êtes avec des amis, vous entendez des choses. Tout le monde rigole. Il faut avoir le courage d'intervenir et dire « Oh, il n'y a rien de marrant là-dedans. » Et la plupart d'entre nous, on se tait et on laisse passer. Et ça finit par des habitudes. Vous savez, en rigolant avec les enfants, quand je suis à l'école, je leur parle de conditionnement et je leur dis, voilà, dites-moi qui ici a la même religion que ses parents. Les enfants, ils lèvent la main et tout ça. Donc, c'est la grande majorité. Je leur dis, les enfants, ce soir, en rentrant à la maison, quand vous êtes à table, en train de dîner, vous dites aux parents, j'ai bien réfléchi, je vais changer de religion. Et là, les enfants, ils font, oh là là. Et je leur dis, voilà, en fait. C'est-à-dire que, bon, je leur dis qu'il ne faut pas faire ça pour ne pas avoir de problème, mais en fait, c'est, même nous, parents, parfois, eh ben, on n'éduque pas nos enfants à être libres, à remettre en question nos pensées et nos valeurs. Je pense qu'il y a très peu de parents qui éduquent leurs enfants comme ça, en disant, voilà, moi, je pense qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Par contre, en grandissant,
tu pourras toi aussi questionner ces habitudes et réfléchir à savoir si c'est juste. Et donc, je pense que oui, c'est cette liberté-là que nous devons essayer de développer dans la société et dire aux enfants des choses tout simples, c'est que, ouais, il faut questionner tous les conditionnements que tu vas recevoir pour être le plus libre possible. Et être le plus libre possible, c'est ne jamais oublier que avant tout, tu es un être humain. Tu es un être humain. Après, il y a un autre livre d'Eduardo Galeano, qui est un auteur uruguayen que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est le sens. Attendez, je demande à M. Gauthier de me rappeler le titre. Sens dessus-dessous, l'école du monde à l'envers. Sens dessus-dessous. Oui, sens dessus-dessous. M. Gauthier me dit que c'est sens dessus-dessous, le monde, l'école du monde à l'envers. Et ça, c'est vraiment un livre aussi qui vous emmène à réfléchir différemment. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles suggestions. Je conclurai cet entretien que j'ai eu la chance d'animer encore une fois. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Je conclurai avec une citation que j'ai encore une fois prise dans La pensée blanche. Vous écrivez « Être blanc, savoir le privilège d'être indifférent ». Et je pense que c'est très vrai, mais aussi que ce livre permet d'avoir le privilège de ne pas être indifférent. Alors merci pour cette belle lecture et merci pour ce livre très important. Mais écoutez, je vous remercie énormément. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Lilian. Rodney, est-ce que tu veux… Parce que, alors, pendant que vous vous entreteniez l'un l'autre, il y a eu beaucoup de commentaires et les différentes personnes s'échangeaient des lectures et beaucoup de personnes se posent la question par rapport au monde de l'éducation, comment il faut… En fait, il faut réécrire tous les livres d'histoire. C'est ça qui est… Non, mais peut-être qu'en fait, on n'a pas besoin de réécrire les livres d'histoire. Vous savez, nous avons fait avec la Fondation un travail dans un musée en France qui s'appelle le Musée de la Croix, où en fait, on montrait les tableaux qui étaient d'habitude dans ce musée, mais avec un autre point de vue. En fait, tout est une question de point de vue. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la lecture d'un tableau sans raconter certaines histoires ou raconter certaines histoires. Et donc, l'idée, c'est questionner les points de vue. Pourquoi on ne raconte pas certaines choses? Et je suis persuadé, comme je disais tout à l'heure, lorsque on parle de colonisation ou de décolonisation, vous pouvez raconter ces deux choses-là dans un point de vue si vous êtes être humain ou si vous défendez un pays ou un autre. Mais vous pouvez raconter la colonisation et avoir une lecture critique sur ce que les livres scolaires racontent. Et moi, je pense que si on devait rajouter quelque chose dans les livres scolaires, ce serait l'histoire des luttes pour l'égalité. Parce que les enfants doivent être éduqués à comprendre qu'ils doivent être garants de l'égalité dans la société et que l'égalité se gagne. Et effectivement, si nous avons la chance de vivre dans le monde que nous vivons, parce qu'il y a eu des hommes, des femmes, et là aussi de toutes couleurs, qui ont dénoncé les inégalités. Et les enfants n'ont pas conscience. Parfois, je vais dans des écoles et je leur demande, voilà, quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les personnes, c'est… Et je leur dis, mais c'est pas normal en fait. Parce que il y a des gens dans la société qui ne veulent pas l'égalité. Il faut quand même dire aux enfants qu'il y a des gens qui travaillent pour l'égalité, mais il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité. Je pense que ça, c'est très important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on dit Martin Luther King, Nelson Mandela, ils sont fantastiques, mais à leur époque, croyez-moi, ils étaient en prison. Hein. On les insultait, on les traitait de racistes anti-blancs. Vous voyez, donc, et pour les femmes, on disait que les femmes, c'était des sorcières quand elles voulaient plus d'égalité. Et donc, je pense que ça, c'est très important que nous puissions éduquer nos enfants à comprendre que, oui, c'est-à-dire que
la direction qu'une société va prendre, c'est par volonté des individus. Voilà. Et ouais, c'est qu'il faut participer à tout ça. Et il y a certaines personnes, effectivement, qui ont la chance de pouvoir être neutres, mais je pense qu'il faut sortir de cette neutralité, parce que quand on est neutre, ça veut dire qu'on cautionne quelque part. Tout à fait. Rodney, est-ce que tu peux, avant le mot de la fin que je m'autoriserai à faire, est-ce que tu veux intervenir? Je voudrais simplement dire merci à Lilian, merci à Lionel qu'on ne voit pas. Lionel est le directeur de la fondation. Lionel, c'est mon chef. Lionel, c'est le chef, c'est notre chef à nous tous. C'est Monsieur Lionel qui se cache. Donc, merci Lilian d'avoir questionné point de vue et perspective. Et c'est vraiment le livre, c'est vraiment un questionnement. Et qu'il y a un député, Franz Benjamin, qui essaie d'entrer, mais on est 100 et puis c'est fermé, il n'y a plus de place pour personne. Lilian, tu as battu un record parce que là, c'est le Zoom, il y a des gens de partout qui essaient de m'écrire parce qu'ils ne peuvent plus entrer. Donc, je pense qu'il nous faut continuer cette conversation, Lilian, que tu entames avec nous. Tu as parlé beaucoup, j'aime beaucoup la question de l'égalité, la question de l'éducation à l'égalité, éducation contre le racisme, mais éducation aussi à la citoyenneté. Il y a beaucoup de gens en Haïti qui me font signe aussi. Et j'aime beaucoup, Lilian, quand tu parlais de la violence, du racisme systémique et de la violence, en fait, de la question pour les Blancs. Parce que toute leur histoire est fondée sur le racisme. C'est comme si ils n'ont plus de fondation si on enlève en fait leur dieu, leur colon, leur statue, leur monument. Donc, c'est comme s'ils se sentent déboulonnés dans leur être. Mais j'aimerais bien peut-être un point avant de passer la question, j'aimerais prendre peut-être quelques questions du public aussi. On n'a pas parlé de privilèges, parce qu'il y a aussi ce qui est déconstruit, c'est pas simplement, c'est-à-dire les modes de possession et de dépossession, c'est-à-dire comment c'est la répartition aussi, c'est le rap, c'est le vol, c'est tout ça, c'est un réexamen. Et le problème, c'est dans le réexamen. Je suis très, très content que vous ayez parlé de la violence exercée sur les Blancs, rien qu'en nommant le racisme en disant qu'il est systémique, mais on ne peut pas simplement dire que le racisme est systémique. Qu'est-ce qui vient après? Ce sont ces questionnements. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des privilèges que ça implique aussi. Quand on dit le racisme est systémique, si on est d'accord que le racisme est systémique, il faut aussi parler des privilèges et des privilèges blancs. Alors, en France, dernièrement, j'ai eu à répondre à cette question, à des questions de journalistes. Et j'ai fait un entretien croisé avec Pascal Bruckner. Et donc, Pascal Bruckner est un intellectuel français qui défend l'idée qu'il faut défendre l'homme blanc, parce que l'homme blanc est attaqué. D'accord ? Ce qui est très marrant, c'est que lorsque le titre du livre, c'est La pensée blanche, il me dit que j'essentialise les blancs. Donc, je viens de vous dire qu'en fait, la pensée blanche est une pensée monde et toutes les couleurs. Mais lui, dans son titre, il y a l'homme blanc. Ça veut dire qu'il y en a un, c'est l'homme blanc, et qu'il faut défendre. Et lui, il me dit, Monsieur Thuram, quand même, vous dites qu'il y a un privilège d'être blanc, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je lui dis, mais pour ne pas avoir le privilège blanc, il faut être blanc. Pour moi, c'est une évidence, parce que, encore une fois, si vous êtes discriminé sur la couleur de votre peau, ben, c'est un avantage extraordinaire de ne pas être discriminé sur votre couleur. C'est ça l'avantage déjà. Après, effectivement, lorsque vous avez compris qu'effectivement, c'est une chance de ne pas être discriminé sur la couleur de peau, il faut regarder au niveau monde. Parce qu'effectivement, le racisme, ce n'est pas une question pays par pays. C'est en fait les redistributions historiques au niveau mondial. C'est-à-dire qui s'enrichit pour le bien-être, son bien-être. Et dans le livre, j'essaie de dire que, effectivement, l'esclavage, pour faire rapidement, c'était pour que certains profitent du sucre, d'avoir le plaisir de pouvoir avoir du sucre. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser la question à savoir quel est le sucre de notre monde?
C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir des téléphones, des ordinateurs, nous avons plein de choses, mais il faut se poser la question à savoir, est-ce que ce n'est pas le sucre de l'époque de l'esclavage? Et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont défendre leur catégorie en oubliant que tout ce système monde, et c'est une volonté d'une minorité de gens, c'est des décisions politiques et financières. Et le fait de vouloir défendre et penser que leur catégorie est attaquée ne leur permet pas de voir ça, en fait. Et en fait, eux-mêmes, ce qu'on peut dire les personnes blanches, sont exploités par ce système économique et politique. Et moi, ce qui me semble surréaliste, c'est que nous sommes, par exemple, en 2020, qu'il y a un président aux États-Unis qui puisse réactiver la catégorie blanche, alors que le vrai problème peut-être des États-Unis, c'est la redistribution des richesses, mais pour les blancs et les non-blancs. Sauf qu'on les emmène à défendre une catégorie et à penser que c'est la chose la plus importante au monde. Et donc, Rodney, je te rejoins, c'est-à-dire nous devons avoir une pensée monde et voir que les distributions des richesses ne sont pas justes. Comme elles n'étaient pas justes dans le passé, parce que dans 50 ans, dans 60 ans, il va y avoir des gens qui vont questionner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et ils vont se demander comment se fait-il que nous avons accepté ces inégalités. Et tout à l'heure, je parlais des millions de personnes qui vivent dans des camps. Et c'est là aussi, ces personnes vivent dans des camps parce qu'il y a une volonté politique que ce soit comme ça. Il y a des guerres un peu partout dans le monde. Il faut se poser la question, pourquoi? Et dans quel but? Et moi, je pense qu'effectivement, grandir, c'est se débarrasser de ces catégories pour qu'on puisse faire en sorte que ces injustices prennent fin. Merci beaucoup, Lilian. Il faut absolument qu'on passe une autre heure ensemble. Il y a beaucoup de questions qui surgissent. Alors, avec grand plaisir. Alors, je voudrais d'abord vous remercier toutes et toutes et un grand merci d'abord à Rodney qui a eu l'intelligence et de nous faire découvrir ce livre. C'est toujours extraordinaire d'être les représentants de Mémoire d'Encrier parce que pour nous, c'est une façon de nous sortir de notre catégorie de blanc. C'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Benoît, de t'être prêté à l'exercice. Et puis, je pense que pour conclure, je voudrais citer les derniers mots de votre livre, Lilian. Alors, permettez-moi de les lire. Indifférence et neutralité ne sont plus possibles. Ayons le courage d'oser nos différents masques de noirs, de blancs, d'hommes, de femmes, de juifs, de musulmans, de chrétiens, de bouddhistes, d'athées, de sans-papiers, de pauvres, de riches, de vieux, de jeunes, d'homosexuels, d'hétérosexuels, pour défendre la seule identité qui compte, l'humaine. Le jeu, c'est nous. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, alors à très bientôt les uns et les autres. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et je voudrais juste le jeu, c'est nous. Et vous savez, moi, j'ai été joueur de foot. Donc, ça veut dire que je sais qu'on gagne ensemble. Ben oui, on gagne ensemble, on ne gagne pas tout seul. Parce que parfois, on veut vous faire croire que vous pouvez y arriver tout seul, mais j'y crois pas trop. Et donc, sachez que parmi vous tous, là, il y a un monsieur qui est en haut à gauche. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui a été et qui est une source d'inspiration. Et donc, je le remercie pour la confiance qu'il a en moi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, on vous dit à bientôt, Lilian. Oui, Isaac est là. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Et merci à Bye tous. bye, bye bye. Merci. Merci énormément. Merci. Vraiment intéressant. Bye bye. Merci. Et Bye. Merci.